Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir nos conditions salon exceptionnelles tout ce mois de janvier. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 42 de Carter & Piston, un numéro de fin d'année dont voici le sommaire. La Ducati Multistrada V4S, moto de l'année, c'est ce que nous verrons. Triumph nous sort une version plus habillée de sa Speed Triple RS avec la version RR, toujours aussi rapide. Du sport, encore du sport, avec une des références du segment, la Ducati Panigale V4S. Le mois dernier, je vous présentais la très réussie moto Morini X-Cape. Voici sa grande sœur, la Super Scrambler. Nous ferons le point sur les différents équipements testés durant cette année. Plus de 60 essais dans Carter & Piston, alors il est l'heure de décerner les palmes. Nous ferons un tour d'une actu bien chargée. Et enfin, l'ami Jean-Yves, notre assureur maison, nous donnera ses derniers conseils pour finir l'année. Bon, pour cette émission, je suis chez Ducati Bruxelles. Ce n'est pas la première fois qu'on rend visite à Luc. Bonjour Luc. Bonjour Thierry, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Oui, merci. Écoute, le café est bon, donc on revient. Excellent. Luc, on va faire un peu le point sur cette année un peu particulière quand même encore. Oui. On croyait être un peu sauvé, mais non. Ce foutu Covid nous poursuit. Comment s'est passée l'année chez toi ? Alors, une année encore différente de l'année dernière. En plus du Covid, les différents soucis que tous les constructeurs ont pour l'instant en termes de fourniture d'accessoires. Donc, mais une année qui globalement se termine bien. Oui. En termes de chiffres et de performance au niveau du magasin et de l'atelier. Donc, une belle année. Oui, disons, on a eu des délais de livraison peut-être qui sont un peu rallongés comme chez tout le monde. C'est une donnée générale, on ne peut pas y échapper pour le moment. Il y a des modèles qui se sont détachés, qui sont sortis du lot ? Alors oui, un des nouveaux modèles de cette année qui est le Monster. Oui. C'est jamais un modèle qui est facile à remplacer dans la gamme parce qu'il est quand même emblématique de la marque. Surtout qu'il a vraiment changé radicalement. Radicalement. Ça a toujours été une vocation du Monster, même si à un moment ça brusquait un petit peu les habitués. On se rend compte que le Monster a été une moto qui a toujours été en perpétuelle évolution, oui. Et ici une très grosse évolution. Donc, disons que ça a fait peur un peu à tout le monde au moment de la sortie. C'est la perte un peu identitaire de ce châssis tubulaire, oui. Qui était remplacé par quelque chose de plus moderne. Pour l'avoir essayé, ça reste un Monster en fait. Ça reste un Monster avec tout ce qu'on attend d'un Monster Ducati en termes de sportivité et de facilité de conduite, ouais. Et d'efficacité. Oui, tout à fait. On va rester dans les modèles phares, on va en parler évidemment pendant toute l'émission, mais un des modèles phares de l'année évidemment, la Ducati Multistrada V4S. Je l'avais essayé il y a tout juste un an, j'ai eu l'occasion de l'avoir pendant encore une petite semaine il y a quelques jours. On retourne à son guidon, on va redécouvrir cette Multistrada V4S. De tout temps, la compétition a été un laboratoire pour les véhicules de série destinés au grand public. Cette Ducati Multistrada V4S en est la preuve avec son moteur de 4 cylindres en V issu directement du MotoGP où la marque de Bologne l'utilise depuis déjà pas mal d'années. Cette Multistrada a été présentée il y a un an, tout juste en fin 2020. Directement, cette machine avait fait l'unanimité au sein de la presse internationale pour ses qualités routières, sa technologie et ses performances. Car évidemment, un V4 de 1158 cm3 qui lâche 170 chevaux, c'est en effet performant. Mais ce n'est pas tout d'être performant, il faut aussi être accessible et les ingénieurs de chez Ducati ont tout fait pour y parvenir.
Doté d'une électronique embarquée de pointe, de suspension active et d'un moteur aussi agréable à basse vitesse que haut dans les tours, il faut bien avouer que la copie rendue est belle. De plus, je reste absolument fan des détecteurs d'angle mort qui sont à mes yeux une véritable avancée en termes de sécurité active sur une moto. Qui ne s'est jamais fait peur avec une voiture vue au dernier moment? Sculpturale, diabolique, accessible, cette Multistrada offre beaucoup d'atouts pour plaire, même si dès son lancement elle fut victime de quelques problèmes moteurs qui susciteront des rappels de certains modèles. La moto est maintenant à maturité et vient jouer à jeu égal avec la détentrice de la reine des trails qu'est la BMW R1250 GS. C'était il y a un an, pratiquement jour pour jour, qu'on prenait contact avec cette Multistrada V4S, avec ce fameux moteur V4 issu du MotoGP. Cette moto à l'époque m'avait vraiment emballé et un an plus tard, dès la mise en selle, les impressions sont les mêmes. Bon sang, quelle bécane! Alors, forcément, on est avec tous les superlatifs ici, parce que en termes de puissance, évidemment, on est avec 170 chevaux, donc ça déménage effectivement. Il y a tout un tas d'électronique qui vous aide à gérer une telle puissance. Cette moto est équipée de tout ce qu'on peut espérer trouver sur une machine actuelle 2021-2022 en termes d'assistance électronique, en termes de mode de pilotage, en partant de l'enduro au mode rain. Vous avez tout un tas de configurations possibles. Vous avez du réglage d'ABS, vous avez du réglage de traction control. Il y a pratiquement moyen de faire cette moto à la carte, avec en plus évidemment les suspensions actives. En termes de sécurité, on a maintenant un cruise control adaptatif qui est en fait la petite pièce qui est ici devant. Ce cruise control vous permet sur autoroute ou sur grand trajet de régler une vitesse et la moto va s'adapter automatiquement au véhicule qui vous précède. Alors, une avancée technologique, je trouve, qui ne devrait pas être si compliquée à adapter à beaucoup de modèles, c'est ce détecteur d'angle mort. On s'est tous un jour fait très très peur avec un véhicule qui était dans un angle mort au moment où on allait se rabattre ou au moment où on allait tourner. Ici, on a un détecteur d'angle mort très efficace qui est situé ici sur le coin des rétroviseurs. Et ça, c'est vraiment un plus au niveau de la sécurité. C'est pratiquement une avancée aussi majeure que l'ABS, je trouve. C'est très 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 bien d'avoir ça sur les motos. Ça devrait devenir obligatoire tellement c'est utile. Alors maintenant, en termes de plaisir de conduire, il est resté intact depuis l'année dernière. On est évidemment sur la moto qui, à mon avis, vient le plus se rapprocher, vient le plus s'aligner, en tout cas, sur la reine du bal qui est la BMW R1250 GS dans les trails. Alors, on attend avec impatience, évidemment, la nouvelle Tiger 1200 de chez Triumph qui sera présentée dans quelques semaines. Cette moto, cette Multistrada V4S va faire partie de mes motos de l'année. Dans les trails, en tout cas, il y aura d'autres motos nominées parce qu'il y a eu une belle surprise cette année, en tout cas, dans cette gamme de machines qui est une des gammes les plus utilisées, une des gammes les plus vendues, parce que ce sont des motos polyvalentes qui vous permettent d'avaler des bornes, qui vous permettent de sortir des sentiers battus, qui vous permettent de vous amuser avec une accessibilité et une facilité de conduite pour une moto aussi puissante qui sont assez déconcertantes. Vraiment, c'est une moto formidable. Peut-être un rien moins baroudeuse d'origine que sa concurrente bavaroise, la Ducati reste une moto assez fabuleuse à conduire et à exploiter. S'il faut convenir qu'une certaine expérience est requise pour l'exploiter, elle reste d'une accessibilité et d'une facilité de prise en main assez déconcertante. Assurément, une des motos de l'année. Bon, voilà Luc, une excellente moto qui, à mon avis, s'est bien comportée aussi au niveau des ventes. Très très bonne vente. En fait, le Monster a ouvert la porte à de nouvelles clientèles. D'accord. Des clients qui n'étaient pas encore clients Ducati. Ça, c'est intéressant. Oui. Oui, même pour nous, c'était franchement nouveau parce que c'est vrai qu'on a une clientèle assez habituelle. Oui. Et le Monster a justement amené cette clientèle différente qui a aussi au niveau de l'âge un âge plus bas que la clientèle habituelle. Et donc, oui,
vraiment Ça, c'est un beau vraiment modèle. excellent parce que le monde de la moto a besoin de renouveau. Hein. C'est pas les gars avec la couleur des poils de nos barbes, même Non. s'ils ont du pouvoir d'achat et qu'ils achètent de belles bécanes, à un moment donné, on s'arrêtera. Et donc, il faut renouveler la clientèle. Et ça, c'est une excellente nouvelle d'avoir en fait une clientèle avec un âge beaucoup plus bas qui vient en fait dans les concessions acheter des nouveaux modèles et finalement, probablement, se fidéliser à la marque. Mais très souvent, c'est ce qu'on remarque. C'est que le client lambda Ducati est un client qui est fidèle généralement et qu'on revoit régulièrement quand la moto a fait un peu de sa vie, je vais dire, et Tout à qu'on fait. passe à autre chose. Ouais. Soit il repart sur un modèle qui est relativement, je vais dire, semblable au modèle qu'il avait, ou très souvent on remarque aussi qu'il passe sur un autre modèle de Ouais, la il marque, évolue, plus en puissant, fait. et qu'il évolue avec la Ouais, marque. bien sûr. Mais évidemment aussi, tu récupères des gens d'autres marques. On récupère des gens d'autres marques. Le Monster, si on parle de lui, est vraiment bien positionné à ce niveau-là, en termes de coût et en termes de positionnement, de puissance, de cylindrée. Donc oui, on voit bien justement que les clients sont très bien renseignés quand ils arrivent en concession Ouais, voilà. et qu'ils savent, ils connaissent très bien la moto vers laquelle ils Ils veulent ont aller. regardé les essais dans Carter et Piston. Exactement. Bah voilà. Ça veut dire qu'en fait, tu as quand même, toi, un petit marché de l'occasion. On a un marché de l'occasion, on se rend bien compte que justement c'est un marché en plein développement, surtout depuis un an ou deux où on rencontre quelques soucis en termes de délai de livraison Oui, et donc forcément. les clients vont plus rapidement vers un véhicule de seconde main, récent ou non, mais qui répond vraiment à une demande actuellement. Peut-être d'occasion. dans cette période d'attente, justement, ils se disent tiens, je vais prendre ça, et puis quand ma Exactement. moto arrivera, on la remettra en Ouais. concession. On verra à va terme regarder. si ces clients reviennent vers du nouveau dans un an ou deux, mais actuellement, oui, il y a une forte demande et on voit bien qu'il y a un turnover relativement serré des occasions en concession. D'accord. Écoute, tant qu'on parle plus ou moins d'autres marques, on va partir découvrir un autre univers anglais. On va partir chez Triumph. On va aller découvrir une machine assez exclusive qui est la Speed Triple qui a été présentée début d'année en version RS et elle vient de sortir dans une version un peu plus habillée, un peu plus touchy, en version RR. On est quand même avec 180 chevaux sous le guidon et c'est le Dr Grimm, le célèbre Dr Grimm qui a pris le guidon de cette moto et qui nous en fait l'essai et la démonstration. On part avec le Dr Grimm au guidon de la Triumph Speed Triple RR. Bonjour à tous et bienvenue sur Carter et Piston. Eh bien, Dr Grimm is back et ça fait du bien. On va se voir quelques fois cet hiver pour des essais sportifs et j'en suis ravi. Donc nous sommes ici pour la présentation de cette très belle moto qui est la Speed Triple en version RR et qui est en présentation mondiale aujourd'hui. Alors ce matin, on a fait pas mal de routes. On est du côté de Ronda, donc alors pour les experts, ils savent que la fameuse route de Ronda est assez mythique et tout le monde veut la faire. Et on l'a fait plusieurs fois ce matin, ce qui est assez agréable. Moi, ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas faite. Et donc, on a pu déjà prendre en considération pas mal de changements sur cette moto. Alors, qu'est-ce qui est bon de dire à propos de la Speed Triple RR? Ben, écoutez, d'abord, je dirais que le principal, c'est surtout que cette Speed Triple RR est tout simplement basée sur la Speed Triple RS que nous avons essayé il y a quelques mois. Et donc au niveau moteur par exemple, c'est exactement la même configuration. On est toujours sur 180 chevaux, il n'y a pas eu la moindre modification moteur pour l'adaptation en RR. Moi je trouve que c'est une très bonne idée étant donné que il y a déjà beaucoup de puissance. J'avais peur qu'ils essayent d'aller en chercher un peu plus et qu'on perde de l'agrément à moyen et bas régime, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce moteur est toujours assez agréable, c'est toujours un 3 cylindres qui fonctionne bien. Alors moi je connais les 3 cylindres depuis vraiment longtemps, j'ai eu une Speed Triple en 2002
Et donc je suis ce modèle depuis des années et des années, je les ai tous essayés. Et c'est vrai que cette évolution moteur est intéressante. Et quand les chevaux arrivent, je peux vous assurer que les 180 chevaux sont bien là. Et ils sont durs à contrôler parfois sur circuit, enfin je veux dire c'est physique. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater sur cette moto? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même quelques changements par rapport à la Speed Triple RS. Et les changements sont bien évidemment au niveau de la tête de fourche, qui est très réussie, qui est un petit peu old style. Enfin, moi je la trouve très jolie. C'est néo-rétro, c'est dans l'air du temps. Moi j'aime beaucoup. Ils ne sont pas tombés dans le besoin de vouloir en faire trop, de faire trop sportif ou de rejoindre un petit peu tout ce qui se fait actuellement. Je trouve que cette moto sort de l'ordinaire. Donc cette tête de fourche est très réussie. En même temps, elle est super légère parce qu'en fait, de là où vous êtes, vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, c'est rempli de carbone. Il y a du carbone partout sur cette moto. Et donc, ils ont intégré le phare. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Et moi, je trouve que c'est très réussi. Alors évidemment, pour passer dans cette version sportive, alors sportive, est-ce que c'est une sportive? Oui. Je dirais que c'est plutôt un café racer au final. C'est plutôt une version café racer de la Speed Triple RS. Et donc forcément, on a des guidons bracelets qui sont apposés ici. Et franchement, quand on voit comment on a installé sur la moto, c'est vraiment pas extrême. On n'est pas avec les poignets cassés. Donc tous ceux qui ont peur de se dire « Ouh, la moto est belle, mais on va être cassé en deux », franchement, je vous rassure, on est bien, c'est pas extrême, c'est tout à fait raisonnable et c'est plutôt confortable. Alors l'autre gros changement par rapport à la Speed Triple RS, c'est que Triumph a fait appel à Öhlins pour les suspensions de A à Z. Donc vous avez une fourche Öhlins, vous avez un amortisseur Öhlins et tout est contrôlé électroniquement. Donc c'est forcément ces fameuses fourches adaptatives qui réagissent en temps réel. Et donc ça c'est un gros plus au niveau du confort sur la route. Bon, personnellement j'ai trouvé que les settings sur les modes route et mode confort et autres étaient un peu trop souples. Donc bonne nouvelle, on peut dans le menu avoir accès directement au réglage des suspensions. Bon, moi j'ai raffermi un peu plus, bon, soyons clairs, ça a convenu à la majorité. Bon, moi avec mon style de pilotage, j'ai préféré quelque chose d'un petit peu plus dur et donc j'ai rajouté 2 clics à l'arrière, à l'avant. Et alors il y a aussi moyen de gérer ce qu'ils appellent le support au freinage. Et donc ça veut dire aussi non seulement freiner la plongée, mais aussi freiner la remontée de l'arrière pour que le freinage soit plus, que tout soit plus rigide et qu'il y ait moins de transfert pour pouvoir freiner fort. Bon, au niveau de l'équipement en général, bon, je dirais que chez Triumph, on est toujours sur quelque chose quand même qui a vraiment de la gueule. Moi, j'aime vraiment beaucoup Triumph. On n'arrête pas de se le dire et on se le répète tout le temps avec mes collègues journalistes. C'est que le niveau de finition de Triumph actuellement est sans doute un cran au-dessus de tout le marché. C'est très simple, ils font des choses. Il suffit de voir, et vous le verrez certainement dans les détails des photos, mais il suffit de voir le niveau de finition par là où passent les câbles, c'est léché, c'est vraiment incroyable. Ici, les câbles, je vais dire, de la gestion de suspension sont parfaitement intégrés, ils arrivent dans un petit boîtier. Ici, vous avez le câble de toute la poignée électronique, plutôt de passer à l'extérieur, elle passe à travers le guidon. Le niveau de finition est vraiment fantastique, la moto est très classe. Les coloris qui ont été utilisés, la manière dont elle a été peinte, moi je trouve que cette moto est tout simplement magnifique. Comme je le disais tantôt, bon, c'est vrai que la moto est un peu bourrée de carbone. Il y en a sur le garde-boue avant, vous en avez sur les flancs de radiateur, vous en avez dans la bulle, vous en avez sur les flancs ici. Bon, le niveau de finition est vraiment complètement dingue et la moto est vraiment belle. Au niveau du châssis, c'est exactement le même que la Speed Triple RS, donc on a les mêmes qualités de châssis. Je peux vous assurer qu'elles sont vraiment au top. On vient de faire 3 sessions sur le circuit d'Ascari ici. Et ces 3 sessions étaient intéressantes, même si très compliquées, parce que même si ça n'a pas l'air, alors là malheureusement on a quelques nuages, mais on a eu la chance d'avoir du soleil toute la journée. Et je dois avouer qu'en 3 sessions, en général, je me fais toujours, je ne vais pas dire une frayeur, mais en général j'ai toujours une petite paire de l'avant ou une petite paire de l'arrière. J'ai toujours un petit truc un petit peu alarmant. Eh bien là, rien du tout. Bon, le circuit est vraiment intéressant. Alors c'est un circuit qui fait 26 virages. Je dois avouer que des circuits j'en ai fait et partout dans le monde, mais alors celui-là, il y a vraiment beaucoup de virages et c'est très varié.
Il y a des longs, des courts, des petits, il y a du dénivelé. C'est vraiment un très très beau circuit. Quand on laisse parler la cavalerie et que les 180 chevaux arrivent, clairement ça pousse, et je peux vous assurer que pour se faire plaisir sur circuit de temps en temps, c'est vraiment un bel outil, c'est un beau joujou. Et pour ceux qui veulent vraiment un petit peu conjuguer route et de temps en temps une petite sortie circuit, cette Speed triple RR est vraiment là pour combler. Alors, bon, par contre, sur circuit avec la Speed triple RS, là forcément on en prend plein la quiche, il n'y a rien, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien, et donc sur circuit c'est quand même un peu chaud, surtout sur des circuits rapides comme ici. Et donc ici la bulle, même si elle est relativement fine et étroite, eh bien quand on se met dans la bulle, on est bien protégé, et donc la protection est vraiment pas mal. Bon, au niveau des modes, des différents modes, c'est comme la RS, donc il y a le mode road, il y a un mode pluie, il y a un mode sport, et puis vous avez un mode race, et puis il y a encore un mode rider qui est en fait un mode entièrement paramétrable. Et donc c'est ce qui se fait de mieux, je dirais, en paramétrage et tout ça. Alors au niveau traction control et ABS, une fois de plus, ça c'est encore une bonne nouvelle. Bon, moi j'ai régulièrement des problèmes avec les motos qui ont des ABS, parce que souvent quand je maltraite la moto et que je freine vraiment fort, eh bien les ABS se déclenchent, et ici pas la moindre amorce d'ABS, rien de tout ça, pas la moindre glisse. Bon, alors on a eu la chance d'avoir des pneus Pirelli version SP sur la route ce matin, et là on est sur du Super Corsa SC2 avant-arrière pour le circuit. Et bon, évidemment ça c'est vraiment génial, d'autant plus que les motos avaient été chauffées avec des couvertures chauffantes, et donc on a eu droit à un essai circuit vraiment agréable et convaincant dans les meilleures conditions malgré le froid. Toujours au niveau des finitions et du look, voilà, je vous laisse juger par vous-même, mais je trouve que vraiment ils font fort, à savoir que le train avant avec la fourche Öhlins, avec les fameux étriers style EMA chez Brembo qui freinent d'une manière exceptionnelle. Je trouve que le pot, l'échappement de cette moto est quand même vachement bien intégré. Moi je trouve qu'il y a tellement de motos qui sortent avec des échappements qu'on va considérer comme laids. Ici le pot d'échappement, je le trouve superbe. On a toujours ce fameux bras oscillant qui est un peu la marque de fabrique de ces fameux Speed Triple, puisque ça fait plus de 20 ans que le monobras est installé sur cette moto, et ça donne toujours un somptueux look à cette moto de style qui plaira à beaucoup, et qui, je peux vous l'assurer, est vraiment très convaincante. Bon, eh bien je vous laisse, merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt encore sur Carter et Piston, et gaffe sur la route. Hot Motorbike, votre concessionnaire agréé Triomphe en région liégeoise. Chez Hot Motorbike, nous vous réservons un accueil chaleureux et personnalisé. Tous nos modèles sont disponibles à l'essai. Découvrez notre large stock de motos neuves, ainsi que nos nombreux accessoires et vêtements. Tous nos techniciens sont certifiés Triomphe. Venez essayer votre nouvelle moto chez Hot Motorbike à Theux. Notre équipe est à votre écoute. Retrouvez votre concession Hot Motorbike, idéalement située entre Sprimont et Spa, ou sur hotmotorbike.be. Arnaud, retour aux affaires. Oui. Ça fait plaisir. Ouh, que oui. J'ai bien vu que tu sautais de joie quand je t'ai annoncé, écoute, il y a quelques essais à faire. Ça fait plaisir de te revoir en tout cas. Ça fait plaisir de te revoir au guidon d'abord de cette fameuse Triomphe
Tu l'as essayé début d'année en version RS, Ouais. et ici on est en version RR. Alors est-ce qu'il y a une différence énorme? Non, non, puisque c'est la même moto. La seule chose qui diffère, c'est le placement des guidons bracelets. Oui. À une tête de fourche qui est néo-rétro, qui est très belle, mais pour moi, on en a fait un café racer. C'est tout ça. simplement, voilà. Oui, je suis assez d'accord avec Oui. toi en fait. Là, disons que pendant la présentation avec les copains journalistes, puisqu'on a quand même Oui. une bonne bande de copains, tout le monde se posait la question, est-ce que c'est devenu une sportive? Est-ce que c'est une sportive? Est-ce que c'est Non. Et puis pour finir, on s'est dit non, c'est vraiment un café racer. D'accord. Et au niveau de la position, c'est vraiment agréable parce qu'on a tous eu peur de passer une demi-journée sur la route avec les poignets cassés. Ça n'a pas du D'accord. tout été le cas. On a passé un bon moment. La moto est vraiment bien équilibrée. Je dirais que même par rapport à la position du Truxton, on est sur quelque chose de relativement égal. Donc on est une fois de plus dans quelque chose de vraiment agréable. Ça D'accord. reste un café racer, mais accessible et Donc agréable. tu la destines à une clientèle peut-être moins sportive, Je pense que... parce que ça marche quand même. oui, sur le circuit d'Ascari, on s'est vraiment bien amusé et la moto marche très fort. On a vu des images, là, tu rentres quand même dans des courbes à 2,50 là. Oui, non, Ça ça marche, fonctionne, ça quoi. marche très très fort. Je pense que c'est vraiment à la limite l'exact bon compromis de la moto, d'une personne qui a envie de se faire plaisir, qui a envie d'avoir une belle moto qui est stylée, parce qu'elle est vraiment stylée, les coloris qui ont été choisis en font vraiment une moto qui est très très belle, de mon point de vue. Et en plus, effectivement, pour quelqu'un qui se dirait, tiens, je vais 1 ou 2 fois par an sur circuit pour un petit peu lâcher les chevaux et me faire plaisir, on est vraiment sur une moto absolument géniale. Parce Ouais. qu'elle le permet, sans compromis, les réglages sont là, les suspensions sont faites pour, et il y a vraiment, vraiment moyen de se faire plaisir. Bon, bah top, super essai. On va retrouver Thomas. Bon, nous allons continuer cette émission en compagnie de Thomas Demeter. Thomas qui est le Press Relation et responsable communication de Ducati Benelux. Bonjour Thomas, Bonjour Thierry. tu vas bien? Très bien, merci. Toi-même? Oui, absolument. Écoute, on va évidemment parler Ducati, on va évidemment parler de cette belle année 2021 qui a réalisé la marque. C'est un vrai succès cette année. En effet, 2021 était clairement une année pas évidente, hein, ça Bien sûr. c'est certain. Mais malgré ça, on voit quand même que les gens ils veulent poursuivre leur passion sur 2 roues. Et quand on dit passion, on arrive quand même rapidement chez Ducati, hein, qui est quand même une marque italienne qui prône justement cette passion. Et là, on voit vraiment qu'on a eu beaucoup d'attrait. On a eu beaucoup d'intérêt et quand même beaucoup de ventes aussi. Hein. Ouais, mais c'est vrai que Ducati est une marque qui, comme certaines autres d'ailleurs, mais les Ducatistes, c'est presque une race à part, quoi, hein. Ils sont dans leur monde, ils sont même presque sectaires, quoi. Le reste n'existe pas, c'est Ducati et rien d'autre en général. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a expérimenté cette passion et ce qu'est de rouler avec une Ducati, Ouais. c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. C'est vrai. tout ce que l'Italie a proposé. Et quand on pense à l'Italie, on pense à tellement de belles choses et de chouettes choses. Ouais. Et Ducati fait partie. Les belles motos, les belles voitures, Exactement, la bonne cuisine. c'est le belles design femmes. italien. Voilà, je voulais pas le dire, mais comme tu le dis toi-même, c'est tout à fait ça. Ouais, tout à fait. Et clairement, on a en plus eu quelques belles nouveautés en 2021. Ouais. La Multistrada V4, hein, par exemple. On va avoir l'occasion d'en reparler, effectivement. Exactement. Le nouveau Monster aussi, Ouais, comme oui, bien Lucas sûr. a évoqué. Ouais. Et donc, c'est vraiment ces modèles-là qui ont vraiment boosté, je dirais. C'est eux qui ont boosté les ventes? Clairement. D'accord. Clairement. La Multistrada, comme c'est un tout nouveau modèle avec ce moteur V4, mais qui est quand même très technologique aussi. Oui, absolument. C'est vraiment ça qui a vraiment boosté. Et justement, le nouveau Monster aussi, on voit vraiment qu'on a réussi à atteindre un nouveau public, Ouais. un public un peu plus jeune, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, hein, le nouveau Monster, il a quand même un peu, quelque part, je dirais, cassé avec le passé, en tout cas pour les puristes, pour Ouais. les purs Ducatistes. Ouais. Mais d'un autre côté, on est quand même retourné aux sources de ce qu'est le Monster. Donc on est retourné aux sources de ce qu'était la première. Ouais. Et ici, hein, avec ce principe du châssis
d'un superbike avec un moteur sympa mais quand même assez fun. On a gardé ce côté amusant du Monster, mais aussi ce côté, et c'est pas un défaut, pour moi ça fait partie de la personnalité de la moto, ce côté un peu rugueux. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout ça avec la nouvelle technologie, avec des nouveaux principes technologiques. Et donc là, on voit quand même qu'on a pu intéresser un nouveau public qui ne connaissait pas vraiment Ducati. Ouais. Et exactement la même chose avec la nouvelle Multistrada. C'est Renouvellement de la clientèle, c'est toujours parfait. On parle un peu moins du Scrambler parce qu'il n'y a pas eu d'évolution majeure durant cette année 2021. Quelques nouveaux modèles qui sont apparus, mais plutôt en termes de coloris ou des choses comme ça. Moi, j'ai testé la Desert Sled cette année, dans sa fameuse couleur bleu, blanc, rouge. Superbe moto, vraiment très sympa. Le Scrambler se porte quand même toujours bien. Absolument, absolument. Le Scrambler reste vraiment aussi, je dirais un peu un accès à la marque Ducati. Oui. Par une autre porte en fait. Exactement, par une autre porte, par une porte, je dirais un peu plus cool, un peu plus fun, un peu plus décontractée. D'accord. Et donc clairement, ça reste absolument encore des modèles qui attirent, qui attirent un public qui veut justement accéder à la marque Ducati. Qui ne cherche peut-être pas cette sportivité d'une Panigale ou d'un Street Fighter, mais qui justement cherche une chouette moto pour pouvoir se balader le dimanche, pour pouvoir faire des petites balades le week-end, etc. Et ça, le Scrambler est top pour ça. Absolument. Thomas, on va rester dans le haut du panier chez Ducati. On va parler d'une moto exceptionnelle. On va parler de la Ducati Panigale V4S. On va aller en découvrir l'essai qui a été réalisé encore une fois par le Dr Grimm, mais qui cette fois a pris une petite leçon. Vous allez voir, on part à Jerez. L'hypersport doit se faire avec efficacité, mais on peut aussi y adjoindre l'esthétique et l'exubérance. C'est l'ADN des sportifs Ducati depuis des décennies. Séduisante, intimidante, désirable, la Panigale V4S personnalise à nouveau l'excellence sportive transalpine, la facilité en prime. Depuis la 916, dévoilée en 1994, synthèse de l'esthétisme et des performances mécaniques de pointe, cette dernière a posé les lignes futures des hypersports Ducati, force et élégance. En 2012, la firme italienne révolutionne son athlète en une ravageuse machine et lui donne le nom de son antre, la Panigale. L'hypersport de Bologne arbore désormais un cadre monocoque à moteur porteur, mais toujours avec son bicylindre. L'hypersport touche alors à la limite de la science à 2 cylindres. Elle abandonne en 2018 son propulseur en L pour se doter d'une mécanique toujours plus proche de la compétition, un V4. 2022 apporte son lot d'optimisation. Pour en juger les bénéfices, il faut un écrin adapté aux capacités bestiales de l'italienne. Ce sera le circuit espagnol de Jerez en Espagne qui accueille cet essai. Excessive en tout, la bête exhibe un corps musculeux. La Ducati Panigale V4S est dédiée à la course. Son plus grand adversaire se nomme Chrono, et la Transalpine soigne d'abord sa robe pour mieux le séduire. Sculptée par le vent, elle sait l'utiliser à ses profits, en faire son allié, comme ses nouveaux ailerons qui parent en effet son nouveau puissant museau. Ultra compacte et courte, la boucle arrière paraît presque incongrue. Une nouvelle selle bimatière et derrière votre séant, une arche profilée et ajourée vient conclure la poupe recevant les feux sur son pourtour. La Desmodici Stradale V4 Ducati est une œuvre d'ingénierie de 1103 cm3 à 4 soupapes par cylindre et commente desmodromique. Pas de courroie ici, chaîne et pignon entraînent le système
pour pouvoir atteindre des très hauts régimes. On note surtout un vilebrequin contre-rotatif, limitant en effet l'effet gyroscopique des roues. Ceci rend la moto plus agile et plus précise lors des changements de direction. L'inertie inverse générée tend également à abaisser le train avant lors de l'accélération et le train arrière lors du freinage. Impressionnante, valorisante, la version S sublime son équipement avec ses suspensions pilotées et ses jantes forgées. Ajustement des éléments et finition toujours au plus haut niveau. Même la béquille latérale en aluminium est profilée, elle est maintenue non par un ressort, mais par un vérin. Ensuite, les repose-pieds alu sont taillés dans la masse. Bonjour et bienvenue sur Carter et Piston. Alors comme vous le voyez, j'ai la chance d'être au soleil en plein mois de décembre. Et ça c'est possible dans l'extrême sud de l'Espagne, à savoir qu'ici on est sur le circuit de Jerez de la Frontera, où Ducati nous invite à la présentation mondiale de la nouvelle Panigale V4S version 2022. Moto forcément extrêmement performante, mais qui a de nouveau pas mal évolué. Et donc je vais essayer de vous détailler un petit peu toute l'évolution de cette machine. Alors premièrement, je dirais qu'au niveau du look, elle garde son identité, mais donc comme vous pouvez le constater, ici il y a des nouvelles ailettes qui ont été complètement redessinées, mais elles sont légèrement plus petites que précédemment, mais l'efficacité est exactement la même que les précédentes. C'est juste redessiné, donc comme vous le savez, Ducati travaille toujours beaucoup sur l'aérodynamique et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Eh bien les logos maintenant sont noirs, ils ont rajouté ici des ailettes et aussi des aérations supplémentaires pour avoir un meilleur refroidissement du moteur. Vous avez le logo V4S qui est là, ils ont rajouté une bande rouge sur les jantes et je la trouve vraiment très très belle. Vraiment le look est très réussi aussi avec la selle ici, avec l'arrière de la selle rouge et tout ça, c'est vraiment du beau boulot en termes de look comme toujours chez Ducati. Alors au niveau ergonomie, ils ont un petit peu redessiné la partie ici, la partie du bidon, là où on peut coincer les jambes, et donc c'est pour avoir une meilleure ergonomie et pour pouvoir se déplacer de gauche à droite sur la moto de manière plus aisée. Bon, pour avoir testé, je peux vous assurer que ça marche. Au niveau du moteur, alors la plus grosse évolution au niveau du moteur se situe au niveau de la boîte de vitesse qui a été complètement revue. Ils ont allongé la première, ils ont allongé la sixième, ils ont modifié la troisième. Et alors, chose assez étonnante, et c'est peut-être une première sur une moto de série, c'est qu'en fait, chaque vitesse reçoit un mapping particulier par vitesse. Donc chaque vitesse, vous avez un mapping, donc la réponse moteur est modifiée pour chaque rapport, et ça je pense que c'est une première au niveau mondial. Au niveau moteur, en fait, la puissance augmente de 1,5 cheval, ce qui n'est pas grand chose, mais comme toujours évidemment, le but c'est de rendre tout ça le plus exploitable possible, donc ils ont pas mal travaillé sur certaines pièces moteurs, mais bon, ça reste un V4 de 1100 cm3 et vu qu'il y avait déjà une paquet de cavalerie, aujourd'hui on en a 215,5 chevaux pour un poids de 195 kg, donc pas besoin de vous dire que c'est un peu une catapulte et ça marche très très fort. Au niveau partie cycle, ils ont fait de gros changements au niveau de la fourche, à savoir que c'est une toute nouvelle fourche qui arrive et qui est installée. Alors pas besoin de vous dire que l'électronique qui gère la fourche et l'amortisseur a été optimisée, donc c'est toujours une version 2.0 puis 3.0, enfin ça n'arrête pas d'évoluer. Mais par contre les composants internes de la fourche sont complètement différents. Aujourd'hui on parle d'une fourche compressée et avec je vais dire une épaisseur de matériaux au niveau des tubes et des cartouches internes qui ont été diminuées pour en fait gagner de la souplesse au niveau de la fourche pour avoir un meilleur feeling et pour avoir donc de meilleures sensations au niveau du train avant. L'assiette de la moto a aussi changé, à savoir que l'axe de pivot de bras oscillants a été relevé de 4 mm et donc oui, clairement tous ces changements ont pour but de rendre cette moto plus agile et encore plus facile à rouler. Au niveau du dashboard, encore des changements, meilleure lisibilité,
c'est vraiment une moto qui est, je dirais, encore plus orientée piste parce qu'il y a un écran où vous pouvez changer le traction control, l'engine brake control, enfin toutes sortes de réglages qui sont vraiment spécifiques à la piste. Vous pouvez le faire en roulant. Bon, alors évidemment, c'est pas vraiment idéal, mais bon, c'est possible de le faire. Mais alors, vous avez une quantité d'informations. La vitesse engagée, en fait, comme sur la majorité des motos de piste, en fait, ce n'est plus la vitesse qui est le plus important, c'est surtout le rapport engagé, le nombre de tours minutes, le light shifting pour prévenir quand il est idéal de changer tout ça. Et donc, c'est vraiment un tableau de bord que je vais qualifier de racing et c'est vraiment bien foutu sur circuit, ça c'est sûr. Au niveau freinage, bon, pas de changement, on est toujours sur le top du top avec du Brembo, avec les étriers Stilema et tout ça, alors c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Moi qui ai souvent des problèmes d'ABS avec les motos, sur ce coup-là, il n'y a vraiment aucun à-coup, je n'ai jamais ressenti l'ABS. J'ai freiné jusqu'à lever la roue arrière et donc l'ABS est vraiment extrêmement bien calibré et c'est de nouveau un ABS qualifié de racing. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'essai? Bon, moi je connais très bien ce modèle, à savoir que j'ai d'abord participé à toutes les présentations et de toutes les évolutions, y compris la première, et donc je connais très bien la V4. Quand on est sur la moto et qu'on commence à la piloter, c'est effectivement elle tourne mieux. Voilà. Elle est beaucoup plus facile en virage. Je me suis fait surprendre plusieurs fois à vouloir prendre la corde et en fin de compte me retrouver sur le vibreur interne parce qu'en fait elle plonge à la corde et elle tourne mieux vraiment, c'est assez étonnant. Bon, la puissance, elle a été optimisée au maximum. La courbe de puissance est impeccable. Une fois de plus, tout ce qui est wheelie control est vraiment calibré parfaitement aussi. Et donc voilà, j'ai trouvé la moto plus facile que précédemment, toujours aussi puissante, peut-être un petit peu plus coupleuse. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à son guidon, d'autant plus que Pirelli nous a offert la possibilité de rouler avec du slick, du slick Superbike, et donc on a vraiment pu profiter à fond de toutes les qualités dynamiques de la moto. Je vous dis à bientôt sur Carter et Piston pour un nouvel essai. Bye bye et gaffe sur la route. Alors là je sors de la moto, j'étais dans un bon run, dans un bon rythme selon moi, et là je me suis fait déposer, mais alors comme une merde, par Johan Zarco. Mais j'ai pas compris, j'ai juste vu un truc passer à côté de moi, une allure folle, et c'était vraiment très impressionnant. Salut les gars, eh bien me voici avec Johan Zarco. Bon allez. Eh bien rendez-vous avec Arnaud sur Carter et Piston pour découvrir la nouvelle Panigale. Salut. À plus. À cet athlète hors norme, on opposera forcément des concurrentes de même type. Première à relever le gant, la BMW M1000RR, tarifée à 33 700 €. Moins exubérante mais tout aussi efficace, l'allemande s'équipe sans puce suspendue, mais adopte des éléments mécaniques de très haute volée, une mécanique sans merci et un freinage compétition. Surtout, elle oppose à l'italienne une robe supérieure en qualité perçue avec une profusion de carbone. Toujours plus à l'est, la Yamaha R1M, 26 299 € et la version japonaise du superlatif italien. Son CP4 crossplane et sa géométrie aérienne en font une arme redoutable en piste. Au royaume du superlatif, il y a donc de quoi hésiter, mais à vos incertitudes, la Panigale V4S répond de toute la suggestivité de sa superbe plastique de rêve. Elle est le choix du coup de cœur et de la technologie maîtrisée. On ne sort pas tous les jours avec une tueuse top modèle, mais tentez votre chance, elle vous fera mettre le genou à terre. Bon Arnaud, décoiffant cet essai, non? Ça j'aime beaucoup. Là, t'étais vraiment dans ton truc. Ouais, j'étais bien là. D'autant plus que la Panigale V4S, je la connais depuis le début. J'ai participé à la présentation initiale, et puis j'ai été l'essayer aussi à Bahreïn. Enfin, j'ai vu toute l'évolution, et j'ai aussi eu la chance de rouler beaucoup dessus avec Bikers Day en coaching.
Et donc, c'est une moto que je connais par cœur. Et donc, pour moi, c'était très aisé de pouvoir poser mes fesses dessus et de me rendre compte à quel point elle avait évolué. D'accord. Alors, bon, moi j'ai quand même une question. C'est quand même une moto qui réclame un certain bagage technique. Oui, de manière évidente, comme toute moto qui est un peu cravachée, oui, elle nécessite un bagage technique. Maintenant, ce qui est un petit peu la folie, mais qui est devenue une réalité dans le monde aujourd'hui, c'est que ces motos, vous pouvez prendre un débutant, le mettre dessus et le faire aller faire une balade, et c'est tout à fait réalisable. C'est une moto qui, si elle n'est pas cravachée, reste facile à rouler. C'est ça un petit peu toute la magie d'aujourd'hui. C'est assez exceptionnel quand même. Ben oui, arriver à mettre une moto de 215 chevaux dans les mains de quelqu'un et lui dire va faire un tour et que ça reste sécu, oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était inimaginable. Oui, tout à fait. Bon, ouais. t'as pris une sérieuse leçon, là. Ben oui, on peut dire ça, oui. Enfin, oui, une leçon de ça. Par un gars super sympa. Oui, absolument, oui. Johan Zarco, qui a roulé avec nous pendant les diverses sessions, que d'abord j'ai rencontré le matin. Alors c'est comique parce que le matin, j'étais le seul francophone sur le circuit avec lui, donc forcément, directement, ça a matché et on a eu l'occasion de discuter, on a eu l'occasion de déjeuner ensemble. Et puis j'ai eu l'occasion de me retrouver en piste avec lui l'après-midi. Et alors il m'a dépassé d'une manière, bon alors j'imagine qu'il a préparé son coup et qu'il s'est dit je vais lui en mettre plein les yeux. Et effectivement j'en ai pris plein les mirettes. Tu crois qu'à son niveau il se dit je vais en mettre plein les yeux à Grimm? Oh, mais je pense que juste pour le plaisir de faire des gros freinages et bon, il y a aussi le pilote d'essai de la marque qui m'a aussi fait un dérapage de toute beauté, tout en glisse comme ça, et je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir à montrer ce genre de choses, parce que c'est vrai que nous, ça nous fait rêver, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand Johan m'a passé, c'était vraiment extrêmement impressionnant, parce que on sait comment ils roulent et quelle est leur position sur une MotoGP avec des pneus Michelin qui sont faits pour le MotoGP. Et je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent avoir précisément la même position, avec le même angle et le même coude au sol, avec une Ducati sortie de boîte et des pneus Pirelli qu'il ne connaît pas. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent réaliser la même chose. Et c'est là qu'on se rend compte de l'incroyable niveau de ces pilotes et de nous, du travail qu'il y a encore à faire. Enfin, mais aussi de l'incroyable niveau de la moto. Parce que pour arriver quand même à faire ça avec un tel gradient par rapport à toi, c'est quand même que la moto sait le faire et que ces gars-là ne vont pas se mettre en danger. Ils savent tout à fait ce qu'ils font. Génial. Arnaud, on va, j'espère en tout cas, se revoir beaucoup pendant l'année 2022. Certainement. Parce que, bon, officiellement, tu es le pilote rapide de chez Carter et Piston, hein, ça, on peut le dire. Je ne vais même pas dire je ne fais plus le poids. Pas de jeu de mots, s'il vous plaît. Mais je ne fais pas le poids, évidemment, sur ce genre de moto. Et c'est très bien, d'ailleurs. Je ne serai pas très crédible sur une moto qui présente ses performances. Toi, par contre, tu l'es. Donc, tous ces essais un peu particuliers, c'est toi qui vas t'en charger pour Carter et Piston. Mais il y aura aussi d'autres surprises, j'espère, pendant cette année 2022. Arnaud, merci. On se revoit très, très vite. Oui. Et on se reverra aussi très vite dans ta nouvelle activité qu'on découvrira dans un tout prochain Carter et Piston. Super, je te remercie. Ciao. Bye. Thomas, 2022 s'annonce pas trop mal. Il y a des nouveautés qui ont été annoncées depuis quelques semaines, pratiquement depuis le salon EICMA. Tu peux lever certains voiles ?
Oui, tout à fait. Déjà même avant le salon, parce que justement, je dirais grâce à la situation actuelle qu'on connaît de Covid, on a fait des épisodes donc sur notre site internet. Ouais. Et pendant 6 épisodes, depuis fin septembre déjà, on a commencé à présenter les nouveautés. La toute première, c'était la Multistrada V2, Oui. donc qui remplace la Multistrada 950, qui est en plus, à partir de maintenant, en concession dans toute la Belgique. Donc, tout le public peut aller la découvrir déjà. Elle est là maintenant. derrière nous, on va la découvrir en détail. Exactement. Qui, elle, est devenue encore meilleure, donc elle est devenue plus légère. Il y a eu des changements techniques aussi au niveau de la boîte pour rendre la boîte encore meilleure, encore plus facile à utiliser. Même chose au niveau de l'embrayage, elle est devenue plus ergonomique également. Donc c'est vraiment une moto, je dirais, qui cache plus de surprises qu'on ne penserait. Donc moto qui va permettre un accès au grand tourisme. Tout à fait. Pour peut-être certains motards dont la V4 impressionne un peu Tout à par fait. le gabarit et la puissance. Exactement, Ouais. exactement. Donc c'est vraiment une moto qui vaut vraiment la peine d'être essayée. Okay. Donc je dirais aller découvrir ça en concession. Donc ça c'était la première. Ouais. Ensuite on a encore enchaîné avec 2 nouveaux scramblers aussi, le Tribute Pro en 1100 et le Urban Motard en 800. Oui. Et Très belles images d'ailleurs qu'on a pu découvrir sur le net. Exactement, exactement. Et par après, on a aussi encore eu une nouveauté qui est quand même très très importante et très attendue, qui est le Street Fighter V2. Oui. Et donc là aussi, on a le Street Fighter V4. On vient de présenter maintenant le Street Fighter V2, qui là également, dans ce segment des naked. Ça a toujours été une famille à part, ça. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est vraiment les motos bad boy de chez Ducati, je trouve. C'est un peu peut-être les motos bad boy, mais c'est un naked qui est un peu plus rugueux, un peu plus agressif au niveau du look déjà. Oui, t'es gentil puis, quand tu dis ça, parce que c'est quand même vachement agressif. Oui, mais ça marche c'est tout à fait autre chose qu'un Monster, ça c'est certain, et ça marche de tonnerre. Ouais. Mais là aussi, ici, le Street Fighter V2, donc avec le moteur de la Panigale V2, quand même un peu plus facile à utiliser sur la voie publique dans ce Street Fighter V2. Et là aussi, les gens pour qui un Street Fighter V4 est peut-être un peu trop imposant, qui est un peu trop puissant, ici, ils peuvent se tourner vers ce Street Fighter V2, qui pour moi, personnellement, est vraiment une des belles nouveautés pour 2022. Mais on est aussi sur des caractères moto un peu différents, parce que le V2 est vraiment l'ADN de chez Ducati. C'est ce qu'on a toujours connu depuis les années 60. Et donc, ce côté moteur particulier que le V4 gomme complètement et vient amener autre chose. On a un peu plus de souplesse, on a une envolée dans les tours assez exceptionnelle. On est vraiment sur des choses quand même différentes, je trouve. J'ai l'impression que le puriste Ducati restera peut-être sur le V2, tant qu'il n'a pas goûté le V4. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire, parce que là, on voit qu'il y a vraiment tant pour la Panigale V4 que pour la Street Fighter V4. Au début, justement, les vrais puristes, les vrais Ducatistes se disaient « Oh, attention, un V4 dans une Ducati, c'est impossible ». Mais bon, quand le MotoGP l'a prouvé que ce n'était pas impossible. Exactement, et c'est là où, justement où a été développé ce concept du V4 chez Ducati. Et c'est là justement qu'on a aussi ce transfert de technologie, de compétences qui est développé dans le sport moteur, en MotoGP et en Superbike, et qui se retrouve alors sur une moto que monsieur et madame tout le monde peut découvrir en concession et peut aller acheter soi-même. Et la plus belle identification est évidemment la Panigale V4S. On est pratiquement, comme on l'a vu dans l'essai, on est sur la moto d'essai de Johan Zarco. Donc on y est, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et raison aussi pourquoi Johan Zarco était justement à l'introduction de la Panigale V4. Donc clairement, dès que les gens essayent cette V4 en Panigale ou en Street Fighter, ils tombent sous le charme quand même de cette c'est sûr que pour l'amateur de sportivité et de sensations fortes,
C'est exceptionnel. On va rester Exactement. en Italie. On va rester en Italie. On va parler d'une marque, d'une très vieille marque aussi, qui est Moto Morini. Alors, c'est une marque qui n'est plus tout à fait transalpine. Elle a été rachetée par un groupe asiatique. Mais néanmoins, on reste dans un esprit qui cultive quand même encore l'histoire de cette grande marque. On va parler de la Morini, la Moto Morini Super Scrambler. Nous partons en Corse. Après l'essai de cette Super Scrambler, nous ferons un tour de l'actualité et nous embrayerons directement sur les conseils de notre ami Jean-Yves. Récemment racheté par la firme chinoise Shongun, Moto Morini peut continuer à écrire son histoire en présentant, entre autres, son nouveau Scrambler. Animé de son 1200 cm3 de 116 chevaux, ce Scrambler à vocation plutôt urbaine fera tourner les têtes à tous les feux rouges et lors de vos arrêts café. Mais ses avantages ne s'arrêtent pas là. Sur la base de la Milano, la transformation réside en un nouveau guidon, des roues à rayons chaussés de Pirelli Scorpion Rally STR, une selle et un échappement un peu redessiné. Des équipements et des accessoires qui sentent bon le cuir, le tout sous le couvercle Euro 5. La base mécanique reste le génial 1200 V2 doté d'un tempérament moteur hors du commun. Une moto intimidante sur le papier, mais avec une selle à 830 mm et un poids de 202 kg, la mettent finalement à la portée de beaucoup de monde. 1937, Alfonso Morini crée une marque qui est devenue mythique, une marque qui s'est forgée une légende pendant toute l'histoire de la moto, pour malheureusement arriver à un moment donné où cette marque est un peu tombée dans l'oubli. Elle renaît de ses cendres, tel le Sphinx, et le V2, la 1200 cm3, c'est un peu la grosse artillerie de chez Moto Morini. On est sur un scrambler, on est quelque chose, avouez comme moi, qu'elle a quand même une sacrée gueule, elle a quand même une sacrée finition, avec des petits détails très touchy, comme cette petite sacoche ici sur le côté. On a une sacoche latérale ici en cuir, on a, norme Euro 5 oblige évidemment, deux grosses sorties d'échappement, mais qui sont garnies d'inox ici. On a une moto très bien finie, avec un espace ici pour poser ses genoux qui est en cuir, la selle de la même couleur. C'est une très très belle moto, c'est une très très bonne moto, et c'est une moto, je vous assure, le moteur, il envoie du lourd. Alors, on le verra un peu plus tard dans cet essai, c'est une moto avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir sur les routes corse, une moto avec laquelle on peut se faire plaisir, aussi bien avec les yeux qu'avec le cœur. Sous sa belle plastique, la superbe italienne saura vous enivrer et délivrer ses charmes par ses qualités dynamiques, ses sensations fortes et aussi par le plaisir de posséder une machine différente, belle et attractive. Mais sortir avec un top modèle demande certains sacrifices. Annoncée aux alentours de 15 000 €, la belle Chino Transalpine s'attaque au marché premium et n'aura pas à rougir de se parquer aux côtés d'une belle BMW 90 Scrambler ou d'une aussi belle Ducati Scrambler en sang. Tout a un prix, mon bon monsieur. BSA Motorcycle, anciennement de Birmingham, a produit son premier véhicule en 1903 et est devenu le plus grand constructeur mondial de motos. BSA a fait faillite dans les années 70 et a été racheté par des propriétaires indiens en 2016. La firme a indiqué qu'elle cherchait une nouvelle base à Birmingham où elle a lancé son tout nouveau modèle. La moto a été conçue au Royaume-Uni et construite en Inde. Monsieur Yoshi, directeur de BSA, a déclaré qu'un centre technique avait déjà été mis en place à Coventry, où un nouveau modèle électrique serait bientôt développé. Le propriétaire de BSA, le milliardaire indien Anand Mahindra, a déclaré qu'il espérait ressusciter l'industrie britannique de la moto avec des plans pour le modèle électrique sous la marque BSA. Mahindra est un groupe indien qui détient également une participation majoritaire dans Peugeot Motorcycle et les droits de la marque Yawa. À suivre. Triumph 1901. Juste avant l'année où nous fêterons le 120e anniversaire de la marque, le célèbre collectionneur Triumph Dick Sheppard
a fait une découverte historique. En effet, il y a quelques mois, un incroyable concours de circonstances lui a permis de découvrir le tout premier prototype de moto motorisé Triumph datant de 1901. La machine en question avait un peu un statut mythique parce qu'il y avait des références écrites sur cette machine dans les archives de Triumph, mais personne ne savait si la moto existait encore ou même si elle avait été construite tout court. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, ce bijou a un vrai côté belge car ce prototype a un moteur Minerva. Toujours chez Triumph, Triumph a atteint une date historique dans son ère moderne avec la révélation de la millionième moto construite depuis le retour de la marque en 1990. Dévoilée au siège social de Triumph à Hinckley par Nick Blore, PDG, devant l'équipe britannique, la millionième Triumph est un modèle unique peint sur mesure de l'incroyable Tiger 900 Rally Pro. Avec une peinture argentée sophistiquée et des illustrations de la millionième, cette moto très spéciale sera exposée sur le stand de Triumph au salon Motorcycle Live cette année au NEC et sera ensuite exposée dans le parcours des visiteurs de l'usine Triumph au sein d'une nouvelle exposition spécialement conçue pour le 120e anniversaire. Aujourd'hui, Triumph opère à partir de 5 sites de fabrication, tous gérés et dirigés par le siège mondial de Hinckley, où chaque Triumph est conçu, prototypé et testé dans le centre de conception d'excellence de Triumph. La plus récente amélioration de l'infrastructure d'Hinckley est une toute nouvelle usine d'assemblage au Royaume-Uni, construite pour améliorer la flexibilité de la fabrication mondiale de Triumph et compléter l'atelier de peinture et les installations de prototypes existants représentant plusieurs millions de livres sterling. L'importateur BW Import confirme l'arrivée en force de CF Moto avec l'arrivée de la 700 CLX Sport, la 700 CLX Adventure. Une 800 MT Sport et une 800 MT Touring sont aussi prévus au programme, de beaux essais en perspective pour 2022. Chez Hot Motorbike, ce 18 décembre était un jour d'anniversaire. En effet, la désormais incontournable concession Triumph KTM et GazGaz de Theux fêtait son 20e anniversaire. Une journée marquée par la fête, la dégustation de vin chaud et surtout une belle ambiance mise par les démonstrations de Grégory Gordine. En avant-première, la toute nouvelle Tiger 1200 était présentée, ainsi qu'un des 100 modèles au monde de la fameuse pistarde RC8C. On se retrouve dans 20 ans pour la 40e. On revient chez Triumph avec ce qui sera certainement une des nouveautés majeures de 2022, avec la toute nouvelle Tiger 1200. Tout à fait dans le prolongement de la Tiger 900, cette 1200 est entièrement neuve et ne cache pas ses ambitions d'aller briguer la place de leader du segment, toujours détenue par la BMW GS 1250. La nouvelle Triumph ne manque pas d'arguments, avec pas moins de 5 modèles différents proposés, et même une version Explorer avec un réservoir de 30 litres. Tiens. Avec ses 1160 cm3, ses 150 chevaux, ses 240 kg et sa transmission par cardan, la belle anglaise semble armée jusqu'aux dents pour tenter de détrôner la bavaroise. Et c'est prévu en mars. On trépigne. C'est la valse des prix pour 2022 avec Kawasaki qui communique le prix de ses modèles et aussi ses semaines salon chez ses concessionnaires. Rendez-vous sur www.kawasaki.be pour tous les détails. La Z650 RS est disponible à partir de 8 299 €. La Versys 650 à partir de 8 449 €. La Ninja H2 SX 24 649 €. La Ninja H2 SX SE 27 799 €. La Z900 SE 11 299 € et la sublime Z900 RS SE à partir de 13 899 €. Yamaha annonce également ses prix. La XSR 900 est disponible à partir de 10 599 € et le nouveau T-Max est disponible chez les distributeurs Yamaha à partir de 12 999 €.
En l'absence de salon, c'est donc chez les concessionnaires que vous pourrez obtenir tous les renseignements sur votre prochaine moto. Après le lancement de la très réussie Meteor 350, on s'attendait évidemment chez Royal Enfield à une suite sur la déclinaison de ce moteur. Ça n'a pas tardé puisque voici enfin la remplaçante de la Feu 500 Bullet par la nouvelle 350 classique déclinée dans plusieurs coloris et qui ressemble à s'y méprendre à son aïeul. Essai et présentation très prochainement. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous sommes déjà à la fin d'année et les fêtes approchent tout doucement. Ayons quand même une petite pensée pour toutes les personnes qui sont toujours sinistrées et qui sont encore dans le besoin et qui ont encore beaucoup besoin d'aide de la part de nous tous. Je vais un petit peu vous parler de 2-3 points pour terminer calmement et ensemble le thème de l'assurance moto. Toutes nos motos maintenant sont remisées, sont bien mises au chaud, les batteries sont mises en charge, les pneus sont bien gonflés et nous en avons pris soin. L'éternelle question qui nous revient de temps en temps, nous en tant qu'assureurs, la suspension durant la période hivernale dans laquelle nous ne roulons pas, nous ne pratiquons pas. La suspension existait il y a quelques années parce que on avait des tarifs qui étaient nettement moins adaptés à la pratique de notre hobby favori et les primes étaient beaucoup plus importantes que ce que nous connaissons maintenant. Le marché ayant fort diminué au niveau des primes d'assurance en responsabilité civile, la suspension ne se justifie plus. D'abord parce que les primes sont, comme je viens de le dire, relativement basses, et de surcroît également, quand nous avons envie, peut-être en période même hivernale, de rechevaucher encore un petit peu nos motos, on n'a pas besoin d'avertir son assureur, on met sa carte verte, on s'habille correctement et chaudement, et prudemment, nous prenons encore la route quand bon nous semble. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage également, dans le cadre des garanties accessoires, qui sont la petite omnium ou la grosse omnium. Je ne vais pas encore remuer le couteau dans la plaie ici actuellement, mais avec les catastrophes naturelles que nous venons de vivre, cette garantie fait part également de ces couvertures, eh bien, votre moto sera toujours garantie quand on ne suspend pas l'assurance. Donc vous aurez une continuité et vous n'aurez aucune mauvaise surprise s'il arrivait malheureusement un sinistre incendie, une catastrophe naturelle dans le cadre de votre maison d'habitation ou de votre garage de rangement. Ça, c'est un avantage également indéniable. Je pense que j'ai dit tout au niveau de la possibilité de suspension ou pas. Je voudrais aborder un dernier petit point, parce que je suis allé également au Salon de Milan, ici dernièrement, Salon mondial de la moto, et j'ai pu voir une grande évolution encore dans tout ce qui était matière de sécurité. C'est vrai qu'on avait les dorsales, c'est vrai qu'on a des habits un peu plus spécifiques, les matières évoluent, les coûts aussi évoluent bien malheureusement, les airbags se démocratisent, mais quand on prend un petit peu l'ensemble des vêtements que nous portons et qui assurent notre sécurité, évidemment, en ce compris les casques, un airbag, des gants, des bottines, etc. Et malheureusement, s'il nous arrive un accident et que ces objets, ces vêtements sont détruits ou inutilisables, sachant qu'un casque, il faut le remplacer dès qu'il est tombé, bien malheureusement, certaines compagnies, dans le cadre de garanties accessoires, vont soit avoir une garantie optionnelle pour couvrir vos vêtements, généralement suivant un matelas financier maximum,
Mais certaines compagnies sur le marché, quand on regarde un petit peu, quand on étudie les choses, suivant le profil de certaines marques marques d'assurance ici, vous offriront jusqu'à un certain montant la couverture de votre équipement spécifique à la moto. Moi personnellement, je l'ai vécu ici dans le cadre des inondations où certaines personnes ayant remisé dans leurs valises leurs habits, leurs casques, ont perdu leur moto. Eh bien, certaines compagnies, quand c'était prévu, sont intervenues dans le cadre du remplacement de ces vêtements et ces accessoires. Donc soyons très attentifs à cette possibilité-là, et même si elle est payante, il faut peser le pour et le contre par rapport à l'ensemble de vos vêtements et de vos accessoires. Voici donc l'année, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se termine tout doucettement. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille, ensemble. Soyez prudents avec tout ce qui court pour le moment, et nous nous retrouverons probablement, j'espère, ensemble, dans d'autres aventures pour 2022. En attendant, passez d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. À bientôt. Voilà Thomas, pour cette moto Morini, on n'a pas encore terminé le tour des nouveautés, il en reste une majeure. Exactement, c'est le Desert X. Oui. Qui est quand même pour Ducati une moto qui est tout à fait nouveau dans la gamme, mais qui fait quand même un clin d'œil vers le passé, et vers le passé que Ducati a eu avec Cagiva dans le Dakar. Et donc ici, avec un célèbre cigarettier à l'époque. Exactement. Et on est resté dans les couleurs. On ne peut plus citer évidemment les marques de cigarettes. Voilà. Mais donc on est en effet revenu avec ces couleurs qui ont quand même quelque chose de nostalgique. Ah, c'est fabuleux. Voilà, c'est tout à fait fabuleux. C'était un peu couillu de faire ça, je trouve quand même, mais c'est bien parce que ça remotive, ça redonne un coup de pinceau comme ça sur la production, c'est top. Oui, clairement, et c'est pour moi aussi, quand je me souviens quand j'étais petit de regarder le Dakar à la télé, de voir ces motos dans le désert, dans le sable, etc. Donc ça a toujours été quelque chose d'assez particulier, partir à l'aventure comme ça. Et ici, maintenant, à partir de 2022, on peut faire exactement la même chose avec une Ducati, donc avec ce nouveau Desert X, avec une roue avant de 21 pouces, etc. Alors, on rappelle quand même, elle est équipée de quoi comme moteur ? Donc, c'est le moteur de la Multistrada V2, donc 937 cm3. Donc, un moteur qui est quand même très réputé, qui lui offre aussi 4 ans de garantie. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, enfin en tout cas sur la moto. Donc, et donc avec ça, je pense qu'on montre quand même la qualité de la marque, parce qu'on offre cette 4 ans de garantie sur toute la gamme Multistrada, mais aussi sur le nouveau Desert X. D'accord. On a une idée du timing de sa disponibilité ? Oui, tout à fait. Donc, on l'attend vers le mois de mai. En concession, donc c'est la dernière nouveauté qu'on a présentée ici début décembre, et c'est aussi la moto qui arrivera en dernier, donc au mois de mai. Une idée de quand les journalistes pourront s'asseoir dessus ? Mais ça sera peu avant, donc je m'attends aussi sans doute peut-être début mai, donc j'espère que la météo sera au rendez-vous pour aller essayer ça ensemble. Oui, ceci dit, il y aura même de la boue, elle est un peu faite pour. Tout à fait, la boue ou pour aller jouer dans le sable, par exemple. Oui, tout à fait. Mais donc ça, c'est vraiment une moto qu'on attend avec beaucoup d'impatience et qui est issue en plus au concept bike qu'on a présenté en 2019 avec Marc, qui a eu beaucoup de retombées très positives. Et donc suite à ça, on a décidé de mettre ça en production. Donc, oui, sacrée gueule, on se réjouit. Absolument, vraiment curieux de voir ça. En plus de ça, on a Antoine Méo, 5 fois champion du monde enduro, qui l'a testé il n'y a pas longtemps dans le désert de Dubaï et qui apparemment est vraiment enchanté. Il a fait des images assez exceptionnelles. À mon avis, peu de journalistes pourront reproduire ça, mais en tout cas, ça valait la peine. C'était vraiment impressionnant. Comme tout le monde, on est confronté depuis 2 ans à cette crise du Covid.
On sait les conséquences un peu désastreuses que ça a eu sur l'ensemble de l'économie mondiale. Malgré tout, la moto s'en sort très très bien en termes de vente. On a apparemment des problèmes de composants électroniques et c'est un peu un dénominateur commun dans toutes les marques. Est-ce que Ducati s'est un peu préparé à ça ? Mais tout comme chaque constructeur dans le secteur de la moto ou même de la voiture et même tout autre secteur, hein, parce que c'est vraiment au niveau mondial et c'est à travers de tous les secteurs qu'on doit faire face à ce problème-là. Clairement, Ducati n'a malheureusement pas été épargné. 2020 était quand même assez compliqué par rapport à ça, en plus des gros soucis de Covid et de lockdown, etc. En 2021, je pense qu'on a quand même pu gérer ça encore mieux avec l'expérience qu'on a eue en 2020. Mais malheureusement, il faut quand même aussi reconnaître que le souci ne sera pas encore résolu en 2022, malheureusement, dans aucun secteur. Ce qui veut dire quoi? Certains retards de livraison peut-être? Enfin, certains délais plutôt. Voilà, un délai un peu plus long pour certains modèles. Ça malheureusement, il faudra faire face à ça. Mais il faut savoir qu'en tout cas, tout le monde dans la société, que ce soit en Italie, au Benelux, etc., et en concession, tout le monde essaye justement de gérer ça au mieux. Le seul conseil qu'on peut donner aux gens, c'est n'attendez pas trop longtemps. Si vous voulez vraiment acheter une nouvelle moto, on va arriver au mois de janvier, qui est le mois du salon de Bruxelles, hein, qui sera en concession cette année-ci encore. Mais allez certainement en concession, n'hésitez pas à franchir cette porte, même si ce n'est que juste par curiosité pour aller voir. N'hésitez surtout pas, hein, ça ne vous oblige à rien. Mais allez regarder, allez prendre des informations et allez voir ça en concession. Ouais, je crois que c'est en fait. Qui seront là. Oui, et voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que sans faire de l'art-tap et du commerce à outrance, en sachant qu'il y a des délais un peu plus longs, il faut s'y prendre maintenant. Tout à fait. La période salon, effectivement, sans salon, je vais te dire sincèrement que moi, ça ne me chagrine pas trop qu'il n'y ait pas de salon. La seule chose que je trouve négative, et c'est surtout pour les jeunes, c'est qu'en fait, un jeune en général a peut-être un peu de mal, parce qu'on est moins sûr de soi, de pousser la porte d'une concession, d'aller s'asseoir sur une moto et de repartir comme ça. Un salon, on peut le faire, on peut s'asseoir sur toutes les motos, on change de stand, on va sur la marque en face et on fait la même chose. Ça, c'est peut-être juste un peu dommage. Pour le reste, les jeunes, n'hésitez pas, les concessionnaires sont là pour ça. Allez les trouver, faites connaissance, allez essayer les motos, allez les voir. Bien sûr. Allez prendre un café, etc. Oui, voilà, il faut vraiment pas avoir peur. Vous serez toujours bien accueillis. Exactement. Entrez en concession, ça ne vous oblige à rien du tout. Non. Et donc, certainement, franchissez cette porte. D'accord. On va un peu parler équipement. Alors, Ducati a développé ses propres lignes qui sont un peu dédiées en fonction des styles de moto qu'on achète chez Ducati. Tout à fait. Du Scrambler à l'Hypersport. Absolument, du Scrambler à l'Hypersport en passant par la Multistrada et la gamme de Touring, développé en collaboration avec des grandes marques comme Dainese ou Alpinestar, bien évidemment. Donc on peut vraiment parler de qualité, mais avec cette touche de Ducati, avec ce côté design, etc. Oui, tout à fait. Et on remarque quand même le côté fan des possesseurs de Ducati, c'est qu'en général, ils sont équipés avec des équipements Ducati. Je parle équipement, pourquoi? Parce qu'en fait, pendant toute l'année, on a évidemment, nous aussi, essayé des équipements. J'ai eu à disposition casque, veste, airbag. Et on va faire le point un tout petit peu, fin d'année, de ce qui a été mis à la disposition de Carter et Piston en termes d'équipement. Bon, la fin d'année, c'est évidemment l'heure des bilans du matériel aussi qui a été mis à ma disposition et que j'ai pu tester lors des nombreux essais réalisés durant cette saison 2021. On va parler casque pour commencer et on va parler casque modulaire. Alors là, en fait, j'ai 3 modèles différents. J'ai un Shark, j'ai un Scorpion et j'ai un AGV, chacun avec des qualités et des défauts, chacun avec une approche différente, en fait, un peu en termes de fonctionnement mécanique.
et en termes de résultats et de confort. Alors on va parler confort d'abord. Les 3 casques sont à un niveau relativement équivalent en termes de confort, en termes de mousse intérieure, avec peut-être un petit avantage sur le Scorpion. En termes de légèreté, il est indéniable qu'au niveau poids sur la tête, l'AGV carbone est vraiment imbattable, parce qu'en fait, même la mentonnière est entièrement en carbone. De ce fait, ce casque est évidemment très léger. Il a un défaut pour moi assez majeur, c'est qu'en fait, il est assez bruyant et qu'il faut absolument mettre des bouchons d'oreille pour rouler avec ce casque. Les autres le sont aussi, mais dans une moindre mesure, et sont plus confortables au niveau sonore. Alors, ils sont tous équipés d'une visière intérieure fumée, ce qui permet de rouler en fait avec la partie mentonnière ouverte et de ce fait d'avoir quand même une protection oculaire. En termes de look, je vais donner l'AGV en première position. Le Shark et le Scorpion sont relativement proches. En termes de prix, l'Evo GT de chez Shark est à 429 €. Le Exotech Carbone de chez Scorpion est à 439 €. Et l'AGV Sport Modular, lui, est à 769 €. Bon, ça fait un prix quand même pour un casque. Les prix que je vous donne sont des prix indicatifs. On peut trouver chez certains fournisseurs de matériel d'autres prix, d'autres politiques de prix. De grâce, allez chez un motociste, allez chez un vendeur de matériel. N'achetez pas vos casques sur Internet, même si parfois il est tentant de le faire avec des offres alléchantes au niveau du prix. C'est un peu pénaliser quand même le commerce de proximité, le commerce local et les conseils d'un vendeur professionnel qui pourra vous aiguiller peut-être sur un matériel qui vous correspond le mieux. C'est pas la peine ensuite, parce qu'on s'est trompé de taille, d'aller chez son motociste pour échanger un casque qu'on a acheté sur Internet. Voilà, je l'ai dit. Donc voilà, ça c'est pour les casques modulables. On va parler maintenant des casques jet. Ok, on continue donc avec une autre famille qui est la famille des jets et semi-modulaires. En fait, ce casque Shark est l'EvoJet, c'est un modèle qui est sorti début 2021 et Shark est parti du constat inverse. Ils sont partis en fait d'un jet et ils l'ont transformé en fait en intégral. Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait il a quand même la double homologation, pardon. La partie jet revient très fort ici sur le menton, ce qui permet d'avoir une belle protection de la face. Et quand on ferme la visière, on se retrouve en fait avec quelque chose d'assez particulier. Au niveau du look, on se surprendra un peu à ressembler à certains membres d'un groupe assez connu, mais il offre aussi une très belle vision puisque la visière descend jusqu'ici en bas. Ensuite, chez Scorpion, nous avons le Belfast Carbone, qui est vraiment un casque aussi urbain, mais aussi très bien pour rouler avec des motos un peu plus vintage. Alors, ce Belfast Carbone est très confortable pour 2 raisons. La première, la calotte est en carbone, donc c'est évidemment très léger. Et deuxièmement, l'habillage mousse intérieure est très très confortable. Il est également muni d'une visière fumée, comme en fait le Shark ici également est muni d'une visière fumée, ce qui permet d'avoir une bonne protection oculaire sans spécialement porter de lunettes. Sur l'ensemble des casques essayés ici cette année, j'ai un petit coup de cœur en fait pour le Belfast Carbone parce que il a vraiment une super gueule et il est vraiment très confortable. Maintenant, le fait de rouler en jet, on adhère ou on n'adhère pas, il est effectivement sûr et certain qu'on a moins de protection avec un jet qu'avec un intégral. Voilà, ça c'est pour la partie casque. On va aborder maintenant la partie airbag. Bon voilà, on va donc parler un peu airbag, cet accessoire qui est devenu presque un incontournable du matériel de protection du motard et en tout cas qui tend à le devenir parce que les ventes augmentent sans cesse et c'est une très bonne chose pour la protection en cas d'accident. On va parler d'abord du Dainese. Dainese est une des marques qui a le plus tôt investi dans la recherche en airbag. Ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent sur le sujet.
avec des modèles qui ont évolué évidemment, des modèles qui sont passés aussi par l'expérience de la compétition, puisque pas mal de pilotes de MotoGP sont équipés de combinaisons DNS avec airbag intégré. Il n'y a pas que DNS qui fait ce genre de produit. Maintenant, tous les fabricants s'y sont mis avec leur logiciel à eux, leur solution. Alors la solution DNS, c'est en fait un ensemble qui peut se porter sur ou sous un vêtement. Il n'y a pas de dorsale intégrée sur le modèle DNS. En fait, le gonflage équivaut, d'après DNS, à l'équivalent de 7 dorsales. Donc normalement, la protection est optimum. En termes de confort d'utilisation, c'est assez sympa parce qu'en fait, au-dessus de la tirette, il y a un petit aimant qui vient en fait faire contact, qui branche et allume automatiquement le gilet. Celui-ci est alors en veille et dès qu'il est en veille, il va se mettre en fonction on, donc prêt à fonctionner, dès que vous allez démarrer la moto et qu'il va sentir les vibrations moteurs au ralenti. C'est assez étonnant à essayer. Je n'ai évidemment et heureusement, et je touche du bois, sur aucun des modèles airbag que je vais vous présenter, testé réellement les produits. On a fait une année sans chute, c'est pas mal. Le produit DNS est proposé à 629 €. L'avantage de ne pas avoir de dorsale, c'est qu'en fait, à la limite, on peut le plier et le mettre dans un casque quand on va se balader et qu'il fait un peu chaud. Certains préfèrent avoir une dorsale supplémentaire, mais on en parlera avec les modèles suivants. Alors, le modèle suivant est en fait le modèle de chez Elite, le e-Turtle. Il est à souligner que sur les 3 modèles dont je vais parler au sujet des airbags sont tous des modèles non filaires, c'est-à-dire à déclenchement électronique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés directement à la moto par une sangle c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés à la moto par une sangle et c'est cette sangle qui alors déclenche l'airbag. Ici, c'est un ensemble de logiciels qui sont intégrés dans le gilet et qui calculent en permanence plusieurs milliers de fois par seconde votre position, la position de la moto, la vitesse de déplacement et qui permet d'avoir un déclenchement adéquat. Alors, le e-Turtle de chez Elite, lui, est un gilet qui ne se met qu'au-dessus du blouson et c'est le gilet qui apporte, je crois, la plus grosse contenance et la plus grosse protection puisqu'en fait on a un système qui descend jusqu'aux dernières vertèbres et qui permet d'avoir une protection peut-être un peu plus grande encore que certains autres matériels. Alors on va laisser le soin à un utilisateur de nous en parler. Je l'ai mis à la disposition d'un téléspectateur pendant ses vacances et il nous en parle. Philippe, on est à la fin des vacances. Oui. Tu as fait un beau trip à moto avec un copain et j'ai mis à ta disposition le gilet Elite. Alors, bon, heureusement, il n'a pas servi. Il n'a servi à rien du tout. Mais donne-moi un peu tes impressions d'utilisation. On l'oublie assez vite. C'est épuisant forcément. Je ne l'ai pas testé jusqu'au bout du processus, heureusement pour moi. C'est un peu... Malgré tout, on comprend quand tu retires la veste, il a tendance à glisser un petit peu, mais bon, voilà, quand tu le sais, tu t'habitues. Sinon, c'est très sécurisant. Tu le sens pas vraiment quand tu es sur la moto. Ça remonte un petit peu sur l'arrière si tu as la selle passager qui est un petit peu plus haute. C'est un peu en fait entre guillemets le défaut et la qualité du gilet Elite, c'est qu'en fait il a une protection qui descend assez bas vers le scrotum, donc peut-être que ça remonte un peu le gilet forcément. Ça le remonte un petit peu, mais bon, c'est vraiment pas un défaut. Est-ce que tu l'as rechargé tous les jours? Je l'ai rechargé tous les jours parce que par réflexe. Je pense que si tu le recharges tous les 2 jours, c'est suffisant. Si tu apprends à travailler avec, c'est-à-dire l'éteindre quand tu t'arrêtes pour déjeuner ou pour dîner, et puis le rallumer quand tu redémarres. En roulant, c'est moins évident de le rallumer parce que... Oui, je me laisserais bien tenter par un gilet airbag parce que depuis l'invention du casque, c'est probablement la meilleure invention moto qui existe. Voilà, merci Philippe. Mode d'emploi très simple aussi du e-Turtle.
on l'allume et on l'éteint uniquement par une triple pression à l'avant du gilet. Une petite lampe vous indique qu'il est en fonction. Le temps de charge moyen, pour le recharger complètement, vous le mettez en charge pour une nuit. On est en général avec 2 journées d'utilisation avant de procéder à une recharge. Donc ce e-Turtle, lui, est proposé à 689 €. Il est à souligner qu'il existe une option fourche, c'est-à-dire il existe un adaptateur qui coûte 119 € qui se met au niveau de la fourche, avec une batterie qui, elle, est capable d'avoir une durée de 5 années. Et cette option vous permet d'avoir une analyse de déclenchement à partir de 0 km/h. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, percuté par l'arrière alors que vous êtes arrêté à un feu rouge, le déclenchement de l'airbag se fera de manière beaucoup plus spontanée que sans cette option. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui existe en plus chez Elite. Et donc voici pour terminer le gilet Ixon. Le gilet Ixon est équipé en fait d'un logiciel développé par InEmotion qui en fait font des produits airbag qui ne sont pas uniquement destinés à la moto, ils en font pour l'équitation, ils en font aussi pour le ski. Et ce logiciel ici maintenant bénéficie d'une application smartphone. Vous avez la possibilité de calibrer via votre smartphone la manière dont le gilet va fonctionner en fonction de l'utilisation que vous allez faire, c'est-à-dire route, piste ou off-road. Ça, c'est quand même assez confortable. Alors, il faut souligner en fait que le gilet Ixon ici est finalement le moins cher à l'achat puisqu'il coûte 399 €, mais il faut ajouter à cela un abonnement, soit mensuel de 12 €, soit annuel de 120 €, qui vous permet d'avoir en fait une mise à jour permanente du logiciel quand vous rechargez le petit pack batterie dans lequel se trouve aussi le logiciel d'analyse, et qui permet d'avoir une garantie aussi sur la batterie et l'utilisation du gilet. Ils sont très réactifs chez InMotion. J'ai eu un jour, j'avoue, un petit souci qui a été réglé dans l'heure. Donc il faut saluer la réactivité de ces gens-là. Le gilet Ixon est un gilet qui ne se met qu'en dessous en fait d'un blouson, puisqu'il est composé d'un tissu léger et aéré mais qui n'est pas anti-abrasif. Ce gilet airbag est lui muni d'une dorsale. Il est plus court que le gilet Elite que nous avons vu précédemment et donc n'offre pas cette protection du bas du dos, mais protège effectivement toutes les parties vitales, c'est-à-dire colonne évidemment, c'est-à-dire clavicule, c'est-à-dire thorax, c'est-à-dire cervicale et lombaire. Donc voilà, on ne le redira jamais assez, 399 € ou 699 € pour les autres modèles environ, c'est pas un prix pour un dos. Protégez-vous et je crois que tôt ou tard ça deviendra un des éléments incontournables de l'équipement du motard. Moi je dis bravo à ceux qui en portent, c'est parfois un peu contraignant, mais une fois qu'on y est habitué, on a du mal à rouler sans. Moi qui roule depuis très longtemps en moto, eh bien j'avoue quand je ne le mets plus, ça fait environ 2 ans que je mets un gilet airbag, quand je ne le mets pas, je me sens un peu en insécurité alors que bon, on a roulé tant d'années sans le faire. Dernière précision, c'est avec l'Ixon que j'ai roulé le plus et en prenant la peine de couper en fait le gilet, de l'éteindre plutôt pendant les fonctions de non-utilisation, c'est-à-dire pendant votre repas de midi ou les pauses, je tiens plus de 3 jours avec une seule charge, donc ça c'est quand même assez confortable aussi en termes d'utilisation au quotidien. Donc voilà, dossier airbag terminé, on va maintenant passer aux équipements. Bon alors vêtements, on a testé cet ensemble Denez Tonal D-Dry, on est dans du haut de gamme, comme d'habitude chez Denez, vêtements multifonctions et vêtements multisaisons, parce qu'en fait il est composé en fait de 3 parties. Il y a sous la veste la possibilité de mettre une partie étanche, ça c'est une chose, et deuxièmement on peut rajouter un fleece qu'on voit ici, qui lui est un fleece que vous pouvez même porter à la limite seul et qui lui apporte un complément au niveau chaleur.
Vêtement qui est muni multipoche, très bien conçu, très bien fini. On est évidemment chez Denez, la qualité Denez n'est plus à démontrer, ce sont des super vêtements. On est évidemment à 489 € pour la veste et on est à 359 € pour le pantalon. Tout ça est très confortable, tout ça résiste aux intempéries, au temps et à la poussière, se lave aisément, les tissus sont transpirants, c'est muni de multiples tirettes pour l'aérer en été, donc ce sont vraiment de très bons produits. Il est difficile de décerner des palmes avec des produits de cette qualité parce qu'on va voir plus loin qu'on a essayé aussi d'autres choses dans d'autres marques et qui tirent aussi très bien leur épingle du jeu. Mais Denez reste quand même un top au niveau de l'équipement du motard. Alors pour suivre, on a l'ensemble Ragnard de chez Ixon. Même chose, vêtements toute saison qui est muni également de 2 sous-couches, une étanche et une pour le confort thermique. Vêtements vraiment faits pour le voyage et l'aventure également. Multipoche dans tous les sens, multi-aération quand on a enlevé les sous-couches, histoire de rouler en été de manière confortable, aussi bien sur le pantalon que sur la veste. Personnellement, comme je roule avec un airbag et en général avec l'airbag Ixon qui est muni d'une dorsale, j'enlève les dorsales d'origine qui sont dans le vêtement, ce qui le rend encore finalement plus confortable. Sur le Ragnard ici, j'aime assez que la partie ventrale soit plus courte que la partie arrière, ce qui permet de ne pas avoir une zone qui vous gêne un petit peu quand on est assis sur la moto et quelque chose qui remonte un peu le blouson. Il est très confortable. Au niveau des prix, on est à 400 € pour la veste et 327 € pour le pantalon. Donc bon, tout ça sont des équipements un peu haut de gamme, c'est vrai, mais vous allez pouvoir en profiter pendant des années parce que c'est une très belle qualité de construction, comme chez Denez d'ailleurs. Tous les prix que je vous donne sont bien sûr des prix indicatifs. Allez jeter un petit coup d'œil chez vos marchands habituels. Ils se feront un plaisir de vous renseigner avec plus de précision. On va maintenant passer au dernier vêtement, qui est un petit coup de cœur pour moi. On va le découvrir ensemble. Alors voilà, au niveau des vêtements, on va terminer par cette veste de chez Bering, qui est en fait une veste blouson, qui est le modèle Chuck. Je l'ai porté avec beaucoup de plaisir pendant pas mal d'essais cette année. C'est un vêtement bonne saison, qui allie aussi bien un côté urbain que vintage. Alors en fait, vous pouvez tout à fait porter la veste, même si vous ne faites pas de moto. Elle est très agréable à porter, c'est un vêtement solide, c'est un vêtement respirant. On est à 229 €, donc faites-vous plaisir avec ce genre de vêtements parce que vous pouvez le porter évidemment en d'autres circonstances que celles où vous faites de la moto, que ça soit alors après sur un scooter, sur une moto un peu plus vintage, vous aurez du plaisir en fait à le porter et visuellement je trouve qu'il a vraiment beaucoup de gueule. C'est un peu mon petit coup de cœur parce que c'est un rapport prix, beauté et plaisir que j'adore. 229 €, pas mal ce blouson Bering Chuck. Voilà, on termine la partie matérielle. Je remercie évidemment les fabricants qui mettent à ma disposition ces matériels pendant la saison pour qu'on puisse les tester en conditions réelles, comme vous l'avez vu sur les images qui ont défilé sur le petit écran derrière moi. On va bien sûr faire d'autres essais l'année prochaine. Ça ne cesse de se renouveler. On aura probablement au mois de janvier une présentation un peu officielle ou semi-officielle en tout cas des casques Shark et des vêtements Bering. On fera un peu le tour de ce qu'il y a de nouveau chez eux et on continuera à le faire aussi avec d'autres marques durant la saison. Voilà, ceci clôt le chapitre matériel. Gaffe sur la route les gars.
Bon Thomas, chez Carter et Piston, on n'a pas chômé. On a réalisé pratiquement une 60aine d'essais cette année, c'est quand même pas mal. Hein. Pas mal du tout. Évidemment, fort de cette analyse, on peut se permettre quand même de décerner des palmes et de se dire, tiens, ça c'est peut-être la moto de l'année. On va découvrir ça ensemble dans un classement que j'ai fait, secteur par secteur. Bon, et bien en cette fin d'année, il est bon aussi de faire un petit palmarès des motos qu'on a essayées. On a fait un peu plus de 60 essais cette année, donc on a quand même la possibilité de se dire, tiens, il y a des choses qui sortent du lot par rapport à d'autres. Et on va un peu en faire le tour. Alors j'ai divisé les catégories de motos, évidemment, parce que sinon c'est un peu compliqué de comparer une hypersportive à un trail. Il y a d'une manière générale ce qu'on appelle toujours la moto de l'année. Cette année, de manière relativement unanime au niveau de la presse européenne, c'est la Ducati Multistrada V4S qui sort du lot. C'est vrai que c'est une machine assez exceptionnelle. Vous l'avez vu encore lors de l'essai réalisé il y a quelques jours. Et donc au niveau des trails, je mets également la Ducati Multistrada V4S en tête. En deuxième position, je mets la Harley Panamerica parce que c'est une réelle surprise. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont été relativement couillus chez Harley Davidson d'oser s'engouffrer dans la brèche du trail alors que c'est pas du tout leur terrain de jeu. Et deuxièmement, en fait, c'est une vraie réussite cette moto, un par son châssis et deux par son moteur. Et en 3, je vais mettre en fait la Tiger Sport 850 que j'ai aussi essayé récemment et je la mets dans le trio de tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous parle souvent de mon ratio et de mon rapport prix-plaisir. Et là, on est en plein dedans, puisque pour recommencer avec la Ducati, on a un prix de base à partir de 22 490 €. On est avec la Panamerica à 16 495 €. Mais la Triumph Tiger Sport 850 est à 11 650 €, c'est-à-dire exactement la moitié de la Ducati. Donc voilà, que veut-on, que ne veut-on pas? Est-ce nécessaire d'avoir 170 chevaux dans une moto? Est-ce nécessaire d'avoir beaucoup d'électronique à bord? Oui, non, ça c'est plutôt à vous de le juger. Il est vrai que cette Ducati offre des performances assez hallucinantes, un confort de conduite et une souplesse aussi au-dessus du lot. Alors, il faut quand même rester honnête et dire que la reine du bal pour le moment dans les trails est toujours cette fameuse R1250 GS de chez BMW. Elle reste peut-être encore un poil au-dessus du lot parce que par rapport à la Ducati par exemple, la GS offre peut-être une polyvalence que la Ducati n'a pas. Je m'explique, la Ducati est principalement routière, probablement que des options permettent de lui faire mettre les roues hors des sentiers battus, mais en tout cas la GS d'origine comme elle est là se permet quand même beaucoup plus facilement des incursions en off-road. Voilà, c'est un petit peu la seule différence. On attend évidemment avec impatience la Tiger 1200 dans les prochaines semaines qui s'annonce assez exceptionnelle. Voilà, ça c'est pour les trails. Au niveau des customs, on a eu en fait la R18 de chez BMW qui est venue un petit peu faire de l'ombre au reste de la production custom, et surtout la R18B, le Bagger, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup mieux apprécié que la R18 classique d'origine, et donc je mets la R18B comme Bagger en tête du classement custom, suivi de très près par la Harley Davidson, la 1250 Sportster S, qui est équipée du moteur de la Panamerica avec quelques chevaux en moins, mais un peu de couple en plus. Très très belle moto, très réussie. La BMW R18B a un ticket d'entrée à 27 000 €, ça pique un peu quand même. Tandis que la Harley Davidson est à 15 995, ce qui est en fait un beau ticket d'entrée pour arriver dans la famille Harley Davidson. En troisième position,
je mets une moto beaucoup plus modeste effectivement, mais qui a le mérite d'exister et qui offre beaucoup de plaisir de conduite. C'est la Kawasaki Vulcan S qui, elle, est à 8199 €. Une chouette moto, accessible au plus grand nombre, 1 de par son prix, 2 de par sa puissance, son accessibilité, pour ceux qui viennent à la moto ou pour les dames, moto très basse de selle également, et qui permettra aussi de prendre beaucoup de plaisir et d'avoir un moteur qui quand même vous permettra de suivre le rythme des balades organisées en général par ce genre d'utilisateurs de machines. Ça, c'est pour les customs. Au niveau touring, je cite 2 motos. On a la BMW RT 1250 qui est la nouveauté de l'année, qui est quand même une moto plus qu'aboutie. Je n'ai jamais été grand fan des RT, c'est vrai, mais je dois avouer que celle-ci, elle offre un petit côté pimenté, un petit côté sportif que les autres n'avaient pas. Vraiment moto exceptionnelle qui bénéficie du plus grand tableau de bord digital qui existe sur le marché de la moto. On se croirait à bord d'une voiture. Donc voilà, la BMW RT reste une moto faite pour le voyage, faite pour le déplacement à deux dans un confort royal. On aura bientôt l'occasion de tester et de vous montrer les évolutions de la nouvelle K1600. Ce sera pour tout début de l'année prochaine. En deuxième position, je mets la Kawasaki Versys 1000 SE. 4 cylindres, moto qui est en fait un cran peut-être en dessous en termes de comportement de la BMW, peut-être en termes de protection, mais en tout cas on est à 17 299 €, tandis que chez BMW on commence à 20 340 avec, vous connaissez comme moi, la valse des options chez BMW, donc on arrive très très vite aux alentours de 24-25 000 €. Donc cette Kawasaki Versys 1000 SE est une moto super agréable parce qu'elle est dotée de ce 4 cylindres merveilleux de chez Kawasaki qui est d'une souplesse exemplaire et la moto est aussi d'un confort exemplaire. Donc voilà, 2 philosophies radicalement différentes, mais 2 motos faites pour le grand voyage en tout cas. Alors, les roadsters. Les roadsters, je vais être un peu plus détaillé, dans le sens où, pour moi, le roadster de l'année, c'est la Ducati Monster, la nouvelle 1100 Monster. Ils ont osé, chez Ducati, enlever et balayer le cadre treillis qui faisait la réputation de la Monster depuis sa naissance, c'est-à-dire dans les années 90, pour faire finalement une moto très réussie, mais qui reste une Ducati Monster avec ce caractère un peu rugueux qu'on lui connaît mais qu'on aime tant. Donc je vais la mettre en tête avec pratiquement à égalité la Kawasaki Z900 qui elle en fait offre quelque chose de peut-être plus utilisable dans une plus large frange de configuration. Je m'explique. L'essai de la Z900, je l'ai fait en plein centre de Bruxelles et la souplesse légendaire de ce 4 cylindres fait que en 5e ou en 6e vitesse à 30 ou 40 km/h, vous ouvrez et ça repart. Ce qui n'est pas le cas de la Monster qui réclame un peu plus de changement de rapport. Sinon, on est sur ce bicylindre, comme je l'ai dit, un peu rugueux, mais qui fonctionne à merveille. Donc, 2 très très beaux roadsters. La Ducati Monster est à 11 690 €. La Kawasaki Z900 est à 9 899 €. Donc, très très beau prix aussi pour cette moto assez exceptionnelle. Alors, je vais citer 2 autres roadsters, mais qui sont de plus petites cylindrées, donc on ne va pas commencer à mélanger trop de genres et se dire qu'on va comparer une 600 à une 1100, mais il y a 2 roadsters qui sont assez sympas dans les moyennes cylindrées. C'est la Triumph Trident avec son 3 cylindres qui est sortie début d'année, une moto vraiment épatante, très 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 amusante. Là je reviens du test de la Tiger Sport 660 équipé du même moteur, ce sera pour le prochain numéro et vous verrez qu'on s'est très très bien amusé avec cette moto aussi. Je la mets en équivalence avec de nouveau une Kawasaki, la Z650 RS que vous avez découvert il y a quelques semaines dans Carter et Piston. 2 motos qui sont à 8 295 € et 8 299 €. Donc là, c'est vraiment vous qui tranchez le choix des goûts et des couleurs. Ça ne se discute pas. On va parler maintenant d'une catégorie qui est pratiquement en voie d'extinction, c'est le sport GT. Je ne vais en citer qu'une, la Kawasaki Ninja 1000 SX, qui est pour moi le TGV de la moto, moteur de nouveau assez fantastique, et c'est une moto qui vous permet de voyager loin et vite. Si vous voulez vraiment en profiter, allez vous balader dans le sud de l'Europe,
faites quand même un petit détour par l'Allemagne où vous aurez l'occasion de tester un peu la vitesse de pointe de cette moto. 14 649 €, le prix du plaisir rapide, c'est la Kawasaki Ninja 1000 SX. Dans les petites cylindrées, la belle surprise de l'année est évidemment la Royal Enfield Meteor 350 qui va sortir maintenant déclinée dans une version classique. On la découvre aussi dans quelques semaines. 4 390 €. On ne peut pas bouder son plaisir à ce prix-là. Très belle petite machine qui vous donne exactement les sensations de la Feu 500 Bullet disparue pour cause des normes Euro 5. Encore merci. Enfin, on va parler des hypersports et là, on a quand même quelque chose d'assez décoiffant. C'est la Ducati Panigale V4S que vous avez découvert également en essai. Moto assez hallucinante. On est à 179 kg, 215 chevaux, même un peu plus. Si on y rajoute un petit kit, on rajoute pratiquement 10 chevaux. Ça devient vraiment de la folie. Il faut savoir que dans sa configuration d'origine, c'est la moto d'entraînement de Johan Zarco. Ça situe tout de suite le potentiel de la bête. On est évidemment à 30 190 €, le prix de l'exclusivité. Il est un fait que ces hypersports n'ont rien à faire sur la route. C'est des motos d'une puissance extrême et il faut une sacrée dose d'expérience et de pilotage pour pouvoir les dompter. Je cite à côté d'elle la BMW S1000RR série M, qui elle aussi est une moto assez extraordinaire, complètement dingue en termes de pièces et d'ingénierie, un moteur de feu de Dieu. Et là, on est à 33 700 €, on est dans le dessus du panier, on est dans l'hypersport, on est dans l'hypermoto et on est dans l'hyperplaisir, mais sur piste. Voilà, c'était un peu le hit parade Carter et Piston 2021 et on se retrouve pour la suite. Bon Thomas, félicitations. Quel score! Donc, la Merci. Multistrada, en fait, le jour où nous enregistrons cette émission, ça vient de tomber au niveau européen, c'est la moto de l'année, la Multistrada V4S. Exactement. Je l'avais moi-même mise au sommet et sur la première marche du podium, dans les trails en tout cas. Le Monster rafle la mise chez Carter et Piston dans la gamme des roadsters. Ouais. Et en hypersport, on a la Panigale V4S. Donc, 3 podiums. Écoute, je m'incline, bravo. Merci beaucoup. Voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur que nos motos sont tellement appréciées et tellement valorisées justement par vous, les journalistes, mais aussi par la clientèle. Oui, bien sûr. Et c'est clair que voilà, faire des podiums, on en fait en MotoGP, on en fait en Superbike, en World Superbike. Mais c'est clair que... Il faut en faire dans la moto de tous les jours. Voilà, ouais. exactement. Et de voir cette reconnaissance justement pour les modèles qu'on a en showroom envers le grand public. Et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et voilà, cette Multistrada V4, elle est vraiment... C'est une moto qui est quand même très technologique, mais qui est aussi ouverte à beaucoup de gens. Et c'est ça qui est très gai, très intéressant. Ouais. Tout un chacun peut rouler avec une Multistrada, même si elle a quand même, au niveau des chevaux, elle est quand même assez puissante. Mais elle est très maniable. Oui, et mais c'est ça qui est très gai. Voilà, c'est comme je l'ai dit dans l'essai, cette moto a un peu deux visages. Elle a ce caractère souple et amusant, on va dire en dessous de 5 ou 6 000 tours minute. Exactement. Après, on change de monde, hein, clairement. Dès qu'on ouvre, c'est... Oui, voilà, justement. Voilà. Et bon, dans cette lignée-là, on a aussi en 2022 la Pikes Peak, la version Pikes Peak qu'on va lancer, qui est aussi une des nouveautés. Mais là, on a quand même quelques changements techniques. Donc pour les vrais puristes, les vrais sportifs pour Multistrada, ils peuvent se pencher sur cette version-là. Mais la Multistrada V4, que ce soit en standard ou en S, elle a différents modes de conduite. Et même déjà avec ça, on sent vraiment la différence aussi. Ouais. Et ce n'est pas parce qu'on a 170 chevaux qu'il faut tout le temps les utiliser. On est bien d'accord. Donc voilà. Tout est dans la tête. Exactement. Thomas, on arrive déjà tout doucement au terme de cette émission. Merci, en tout cas, de tes éclaircissements. Merci d'avoir mis à la disposition de Carter et Piston tout au long de l'année les motos dont nous avions besoin pour les essais. Ce n'est que partie remise, évidemment, en 2022 Exactement. Sera aussi une belle année, je crois, où on aura l'occasion de tester tous ces nouveaux produits dont tu viens de nous parler, dans, j'espère, les meilleures conditions possibles, mais ça, l'avenir nous le dira. Exactement. On est quand même dans une incertitude Covid toujours pour le moment. Mais bon, tu as prouvé l'an dernier qu'avec un peu d'inventivité, on pouvait quand même trouver des choses à faire et d'essayer les motos.
Thomas, merci. On se retrouve probablement dans quelques semaines. Et comme on dit chez nous, gaffe sur la route. Avec grand plaisir, gaffe sur la route. Bon, nous arrivons donc au terme de cette émission. Avant de conclure, je voudrais en tout cas vous remercier parce que vous êtes tous de plus en plus nombreux à suivre et Carter et Piston et Highway to Hell Télévision. Chaque mois, vous êtes de plus en plus nombreux. Je voudrais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos idées et surtout, continuez à vous abonner. On se retrouve l'année prochaine. Je ne vais pas finir comme ça. Les gars, venez me retrouver. Bonne fête à tous, bonne année et gaffe sur la route. Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir nos conditions salon exceptionnelles tout ce mois de janvier. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait